Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Depuis la clôture du recensement électoral dans la zone 1, regroupant les communes des préfectures que sont les Lacs, le Bamono, Vaud, Zior, Yoto, Ave, Agouenivé et Golfe le 8 mai dernier, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile sont montés au créneau pour réclamer une prorogation beaucoup plus significative, beaucoup plus conséquente au regard du nombre important de citoyens qui n'ont pas pu se faire enrôler, bien qu'ayant fait le déplacement dans les CRV. Malgré ces différentes réactions et appels surtout des partis politiques ou regroupements de partis politiques, le président de la CENI a annoncé le jeudi 22 juin dernier la clôture définitive des recensements sur le terrain, indiquant donc le passage à une autre phase du processus, c'est-à-dire l'appurement du fichier électoral et affichage provisoire donc de ces fichiers. Cette annonce a suscité des réactions unanimes au niveau surtout de l'ANC et de la DMP qui s'insurgent contre le refus de l'enrôlement des Togolais en âge de voter dans la zone 1. Ces deux entités appellent donc la CENI à reprendre le recensement électoral dans la zone incriminée. Mais la question est de savoir, quelle chance pour ces appels à la CENI de prospérer? Ces différentes formations politiques disposent-ils des moyens de pression sur la CENI pour que celle-ci s'exécute? Aujourd'hui, il existe un cadre dénommé CPC, cadre permanent de concertation. Peut-il aider à résoudre ces divergences qui naissent d'ores et déjà par rapport au processus électoral? Alors pour en parler, nous avons, comme je l'avais déjà introduite, Madame Brigitte Kafia-Djamabo Johnson qui est en studio avec nous. Alors Madame, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Et avant d'aller plus loin, c'est la première fois que je passe dans ce studio depuis le décès de notre compatriote et ami Armand Jacob. Quand j'entrais tout à l'heure dans le studio, je me disais, je l'ai senti, vraiment, cette absence. Mais je me dis, pour nous qui sommes croyants, Jacob est parti, nous avons tous été choqués, mais nous nous consolons en disant, il est entré dans la vie éternelle. Et il est dans la paix. Et je voudrais présenter de la manière la plus solennelle mes condoléances attristées à sa famille, parce que quoi qu'on dise, ils sont les plus touchés, même si nous aussi nous le sommes. Et vous savez, personnellement, la réaction que j'ai eue, c'est que j'ai perdu un grand ami, j'ai perdu un grand soutien. Je n'oublierai jamais la contribution que Jacob a apportée en tant que Togolais au combat des Togolais pour se libérer. Il a fait sa part et que Dieu le lui reconnaisse. Il en recevra la récompense. Merci madame. Alors je rappelle quand même aux auditeurs et aux auditrices qui sont bien branchés que madame Djamabo Johnson est la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, de quel parti est membre de la DMP. Et elle est également élue locale,
même si elle ne siège pas. Ou bien, madame? Tout à fait. Vous êtes élu local dans Ogou 1. Dans l'Ogo 1. Alors, pourquoi vous ne siégez pas? Eh bien, parce que vous savez que j'ai des responsabilités au niveau national. Il a fallu arbitrer. Et finalement, on a pensé que je devais assumer des responsabilités qui profitent à l'ensemble des Togolais. Vous savez comment c'est prenant. C'est prenant quand on doit s'occuper du développement au niveau local. Et donc, voilà, on a fait le choix dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà. Vous êtes également un des responsables au niveau de WILDAF régional ou bien Afrique de l'Ouest. Alors, la dernière fois, c'est une fillette, Josiane, de 9-10 ans, qui a été violée par un monsieur de 47 ans qui l'aurait étranglée et la fille a succombé de cette situation atroce. Beaucoup de réactions en tant que maman. Alors, qu'est-ce que vous avez à placer comme mot? Mais je voudrais d'abord consoler les parents de la petite Josiane, dont on a fait une victime innocente, une victime d'un comportement que la communauté de ceux qui se battent pour les droits des femmes s'évertue à combattre depuis plusieurs années. On a fait des progrès sur le plan du cadre juridique. Les textes sont là, mais malheureusement, nous avons l'impression que ce problème n'est pas pris vraiment à bras-le-corps. Les organisations de la société civile, notamment les organisations de droits des femmes, se battent. Au WILDAF, nous avons des programmes de soutien. Les organisations membres du WILDAF, telles que le GFDD, et la Colombe, et d'autres organisations, Floraison et tout ça, se battent pour dénoncer et pour que ces violences sexuelles soient punies. Mais parfois, on a l'impression que l'arsenal juridique qui est là ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Il faut s'investir et les États ont pris cet engagement-là dans la sensibilisation afin que les gens changent de comportement et comprennent que rien ne justifie ce genre de violence et que ces violences sont réprimées. Maintenant, une fois qu'on a dénoncé, on a du mal à faire en sorte que les victimes obtiennent justice parce que il y a des mesures à prendre pour faciliter la revendication de leurs droits à ces victimes. Il y a théoriquement on peut avoir une assistance juridique. Il y a un fonds qui a été créé, mais le fonds n'est pas alimenté. Or, pour traiter ce genre de cas, malheureusement, la petite Josiane en est morte. Mais il y a des survivantes qui aimeraient bien revendiquer leurs droits, poursuivre les auteurs. Pour obtenir justice. Pour obtenir justice, mais elles sont confrontées à des obstacles. Il faut apporter la preuve. Et le certificat médical, ne serait-ce que l'établissement du certificat médical, coûte cher, c'est payant. Il faut payer les frais d'avocat et tout. C'est pour ça que
on doit faire en sorte que un fonds existe véritablement pour aider les survivantes à exercer leurs droits. C'est un constat que vous faites sur le terrain ou bien c'est un plaidoyer? C'est un constat que nous faisons tous les jours et c'est un plaidoyer que nous faisons aussi pour que au Togo des mesures soient prises. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font, il y a des centres pour une prise en charge holistique. C'est vrai que les choses ont avancé un tout petit peu, mais on n'y est pas encore. Il faut davantage de contributions de la part des États. L'action des ONG ne peut venir que pour compléter les efforts qui sont déjà faits par les États qui détiennent les ressources, y compris les ressources pour mettre à l'échelle les stratégies qui marchent. Nous avons expérimenté en tant qu'ONG des projets de lutte contre ce genre de violence qui ont porté des fruits sur le plan local, où vous avez des hommes qui s'engagent aussi pour lutter. Voilà, des communautés qui s'approprient la lutte. Nous avons créé dans des localités des communautés villageoises de lutte contre les violences. Vous ne faites pas un travail à volo au niveau des ONG, mais est-ce que les veuves aussi se sentent concernées par les actions que vous menez? Puisque le 23 juin dernier, on a célébré aussi la journée internationale pour la promotion des droits des veuves. Bien sûr, nous ne faisons que ça. Les centres d'écoute créés par les ONG sont là pour ça et ça fait partie des problèmes que nous réglons. Moi, je me souviens déjà dans les années 94-95 où je consacrais beaucoup de temps à l'animation du centre du GF2D, qui est le premier centre du genre, et nous nous réjouissons de ce que cette stratégie-là a été adoptée par beaucoup d'autres acteurs, y compris par l'État. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Et donc, quand vous êtes assis là-bas, à longueur de journée, vous n'écoutez que ça. Ces veuves qui sont brimées par les familles, on les expulse des maisons, on veut même saisir les pensions auxquelles elles ont droit, ou on refuse de faire les formalités pour qu'elles puissent bénéficier de ces fonctions. Et il nous est arrivé plus d'une fois de convoquer les familles auprès des juges, et plus d'une fois nous avons vu comment les juges les ont obligés à tenir un conseil de famille dans leur bureau. À travers vos actions, absolument. Des fois, ces veuves obtiennent... Absolument, souvent. Donc, pour celles qui ne le savent pas encore, eh bien, ces centres d'aide juridique existent. Mais encore faudrait-il aussi que parfois les veuves coopèrent avec les belles familles ou bien ceux-là qui peut-être veulent les brimer. Le problème ne se pose pas en termes de coopération, mais en termes de droits. Elles ont des droits qu'il faut respecter. La loi est là, la loi leur reconnaît des droits. Et c'est ce que les familles ne comprennent pas souvent, parce que les gens restent dans des logiques traditionnelles, des logiques de coutume. Vous savez, des conservateurs. On veut même aller jusqu'à obliger ces veuves à épouser des frères de leurs maris. Absolument. Et ça mais quand même, l'avenir est prometteur pour et les jeunes filles, les veuves et la femme. Ce qui s'est passé pour Josiane est inacceptable. C'est choquant. Et vous avez vu comment les organisations de droits de femmes, mais aussi de droits de l'homme, et on s'en réjouit, on réagit, et nous tous, nous attendons que justice soit faite. Et souvent, ces cas-là
qui sont punis doivent être publiés pour servir d'exemple. Voilà. Mais malheureusement, Et dissuader d'autres et dissuader les candidats à ces pratiques détestables. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure que vous êtes également première responsable de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Le 30 mai dernier, c'était la date prévue par la nouvelle charte des partis politiques. Beaucoup de formations politiques ont organisé leur congrès. Mais la CDPA, on dirait que vous auriez vu venir le couperet et vous aviez anticipé. Non, en réalité, Joachim, vous observerez que la CDPA en était au 7e congrès. Au 7e congrès. Et tous les 5 ans, selon nos textes, nous devons organiser nos congrès, ce que nous avons toujours fait régulièrement. Et je dois dire que le dernier congrès avait même pris du retard. Nous aurions dû l'organiser 2 ans plus tôt, mais c'est à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19 que nous avons repoussé, mais c'était gênant pour nous parce que nous mettons un point d'honneur à suivre une gouvernance démocratique qui commence par le respect des dispositions que nous-mêmes nous sommes donnés. Voilà, donc ce n'est pas question de vous voyez la menace venir. Non, absolument pas, absolument pas. Alors, Madame Adjamabo Johnson, tout à l'heure, je le disais, la DMP a sorti des communiqués, plusieurs communiqués avant celui de la dernière fois, et vous aviez dit dans le communiqué dernier, la DMP réitère l'impérieuse nécessité pour la CENI de reprendre le recensement dans la zone 1 avant le nettoyage des listes électorales par le dédoublonnage et la suppression des personnes qui se sont indûment inscrites telles que les mineurs et les étrangers avant l'affichage des listes provisoires. Qu'est-ce qui vous a amené à dire cela dans le communiqué? Eh bien, nous nous sommes sentis, nous avons été révoltés, tout simplement, par cette décision de la CENI, qui a donné l'impression qu'elle n'a aucun sens de responsabilité. Parce que cette décision-là est une violation flagrante des droits des citoyens togolais. Et qu'une institution républicaine adopte ce genre de comportement est totalement irresponsable. Déjà, l'observation a montré que si les Togolais n'ont pas pu se faire l'ensemble des Togolais qui réunissent les conditions dans la zone 1, si tous n'ont pas pu se faire enregistrer, c'est la faute à la CENI. C'est à cause de ces carences. C'est à cause de ces carences que elle-même... Oui. Mais écoutez, quand vous démarrez un recensement et que dans beaucoup d'endroits, déjà le premier jour, rien n'était en place, ou que quand on a installé les équipements, on n'a pas pu les faire fonctionner. Quand à longueur de la période de recensement, on a manqué d'encre par-ci, de cartes d'électeurs par-là et d'essence, mais pour faire tourner les comment dirais-je, en milieu rural où il n'y a pas d'électricité, eh bien, c'est la faute à qui? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir? Et quand vous avez des ordinateurs,
qui ne fonctionnent pas. Des équipements qui ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est la faute aux citoyens? Non. Ça relève de la responsabilité de la CENI, qui s'est montrée incompétente. Il faut dire les choses par leur nom. Puisque cette CENI ne veut pas entendre raison et qu'elle veut qu'on lui dise la vérité, on va lui dire elle est incompétente, irresponsable. Et de surcroît, on a bien vu qu'elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. Oui, mais nous ne sommes qu'à la première étape du processus électoral. Qu'est-ce qui peut justifier son caractère non indépendant? Est-ce que à ce jour, Joachim, vous avez un chronogramme? Allez demander à cette CENI-là si elle sait comment les choses vont se dérouler. Il y a un calendrier précis. Allez lui demander la date. Oui, le 26 mai dernier, la DMP... Allez lui demander, bien sûr. Elle ne vous a pas donné... Non, nous avons, à notre grande surprise, constaté que, eh bien, quand on a posé le problème du chronogramme, ben, ils ont été bien obligés de nous dire que eux-mêmes, ce qu'on leur a dit de faire, c'est tout simplement de procéder à ce recensement électoral qui doit être fait à la fin du mois de juin. Le reste, eh bien, ils savent pas. Ils savent pas, donc on peut pas vous donner ce qu'on n'a pas. Êtes-vous sûr? Bien sûr. C'est elle qui organise et supervise les élections. Oui. Et elle ne sait pas, à ce jour, comment la suite va se dérouler. Est-ce que les élections régionales auront lieu? Est-ce que ce sera organisé séparément des législatives? Est-ce que ça va être combiné? Mais nous avons besoin d'avoir ces informations. Mais la CENI n'était pas... Vous avez besoin de ces informations pour quelle fin? Pour pouvoir... Parce que nous sommes partie prenante au processus. Pour pouvoir vous préparer. Nous avons un rôle à jouer. Ce processus doit être conduit de manière participative et consensuelle pour rassurer tous les acteurs. Et nous sommes un acteur important à la DMP. Et donc, nous sommes allés à la recherche de ces informations et on est revenu bredouille. Parce qu'on nous a dit nous-mêmes, nous ne savons pas. La CENI elle-même ne maîtrise pas le chronogramme. Si j'avais été dans cette CENI, avec ces responsabilités que je suis censé assumer, et que des acteurs viennent me voir, et que je devais leur répondre ça, j'aurais très honte. J'aurais honte. Et j'avoue que j'aurais démissionné en constatant que on se sert de moi, je suis sous ordre, on me flatte en disant que je conduis le processus de manière indépendante. Donc, à ce jour, la CENI elle-même ne maîtrise pas si les régionales auront lieu à telle date, si elles seront combinées avec les législatives ou pas. Mais Joachim, votre rôle aussi, c'est de faire en sorte que les citoyens aient des informations. Moi, je vous conseille de les approcher. Vous verrez si j'ai menti. Vous verrez si on ne peut pas se permettre de parler de la sorte si on n'est pas sûr de ce que nous avons dit. Autrement dit, vous n'alléguez pas. C'est établi, exactement, qu'il y a eu des manquements de la part de la CENI, des fautes. Parce que quand on est une institution comme celle-là, c'est vrai, les hommes et les femmes qui animent passent, mais l'institution a une mémoire. L'institution doit capitaliser sur les expériences passées. Et donc, les nouveaux membres qui arrivent doivent au moins être formés et doivent chercher à apprendre des leçons des autres processus pour mieux faire. Mais on n'a jamais vu un processus électoral
aussi catastrophique que ce qui a démarré là. Oui, On oui. va Et vers la justement. catastrophe si ça continue. On va vers la catastrophe. Et parce que, d'abord, regardez, dans la programmation des périodes, la zone 1, on sait qu'elle rassemble, selon le dernier recensement général de la population, elle rassemble au moins 44% de la population togolaise. Alors, est-ce que c'est rationnel, c'est normal de programmer ce recensement dans les mêmes délais pour toutes les zones? S'il y a une zone à elle seule qui rassemble 44% de la population au moins, est-ce que le réflexe, la logique n'aurait pas voulu qu'on se dise « Ah, on aura nécessairement besoin de plus de temps ici qu'ailleurs » et qu'on programme les choses dans les normes? Au nom de quel principe on peut vouloir décider que, eh bien, le recensement se fera en 2 semaines pour toutes les zones? Au nom de quel principe? Ils vont vous parler d'égalité. C'est ça l'égalité? C'est quelle égalité ça? Est-ce la raison pour laquelle vous demandez à la CENI qu'il est aujourd'hui impérieux qu'elle revienne reprendre encore le recensement dans la zone numéro 1? Ce qui est encore plus grave, c'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent ces manquements dans des communiqués qu'ils ont. Oui, même le gouvernement... Et le gouvernement même reconnaît. Alors, comment pouvez-vous expliquer que malgré ça, on ne veuille pas tout faire ou créer les conditions, offrir une opportunité pour ceux qu'on a laissés en rade de venir se faire enregistrer? Sinon, on peut penser peut-être que sur le terrain, la CENI n'aurait pas faire de la provocation. Oui, mais peut-être que la CENI n'aurait pas constaté qu'il y a des gens qui étaient les insurgents. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu, Joachim, dans les discussions que nous avons eues avec eux, ils ont reconnu qu'on a stoppé le recensement dans la zone 1, alors qu'il y avait partout encore. Des gens qui étaient dans le CRV. Oui, et des gens qui ont dû retourner chez eux. Alors, ça veut dire quoi? On veut provoquer inutilement, où on veut tout faire pour réduire le nombre d'électeurs dans la zone 1. Pour quelle raison? J'en sais rien. J'en sais rien. Si d'aventure on pensait qu'il y a une zone qui soutient encore ce régime-là, hein, bientôt soixantenaire, et qu'on veut punir, ou dans laquelle on veut réduire le nombre d'électeurs, on se trompe. Aujourd'hui, ce sont tous les Togolais, du nord au sud, tous les Togolais veulent le changement. Alors, Madame Adjamagbo, on va marquer tout de suite la pause, mais quand même, nous allons revenir sur cet aspect de la chose. Quand il était question de ces difficultés constatées dans la zone numéro 1, vous étiez plusieurs partis à reconnaître ces manquements et à faire appel à revenir encore dans cette zone. Est-ce que cela vous avait surpris? On marque la pause et on revient dans quelques minutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.